Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello et bienvenue à toi dans le deuxième épisode de ma série Quand le corps parle. Le premier épisode, on a vu ensemble les différents signaux physiques et émotionnels de l'anxiété et du stress. Et aujourd'hui, on va parler du système nerveux et en particulier de ce qui se passe dans ton corps quand tu ressens de l'anxiété et du stress. Mon but ici, c'est vraiment de t'aider à comprendre que ce que tu vis, c'est pas dans ta tête, mais bien dans ton corps. Et que ton système nerveux, eh bien en fait, il est vraiment là pour pallier justement à ce stress ou à cette anxiété. Donc on va vraiment plonger au cœur du système nerveux et notamment du système nerveux autonome. On va comprendre déjà qu'est-ce que le système nerveux, qu'est-ce que le système nerveux autonome, quelles sont les branches de ce système nerveux autonome et quelles sont les modifications du système nerveux autonome quand on souffre d'anxiété. Je le sais et je te préviens, cet épisode va être assez riche et dense en termes d'informations. Tu vas découvrir de nouveaux termes et j'imagine que tout comme moi, au tout début, quand je me suis penchée sur le système nerveux, ça me paraissait être une montagne, toutes ces informations. Donc ne t'en fais pas, au fur et à mesure, on va les revoir et on va affiner ta compréhension sur le sujet. En attendant, je t'invite à écouter une première fois cet épisode et peut-être à le réécouter pour prendre des notes et vraiment comprendre et mettre du sens sur ce que je vais dire aujourd'hui. Si tu n'as pas écouté le premier épisode du podcast, je t'invite vraiment à l'écouter. Ils ont été enregistrés et publiés dans un ordre logique pour que tu puisses justement petit à petit faire évoluer tes notions en termes de santé et notamment en lien avec l'anxiété. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à te dire sur ce deuxième épisode. Et voilà, là encore, si tu as des questions, s'il y a des notions qui sont pas très claires, etc., tu peux aussi venir m'en parler sur Instagram. Ça me permettra peut-être de réajuster dans les prochains épisodes pour vraiment aller réexpliquer des notions bien spécifiques. Donc, quand on parle d'anxiété, quand on parle de stress, forcément, il y a une réaction de mon système nerveux. Mais c'est quoi le système nerveux ? Le système nerveux, c'est vraiment le chef d'orchestre de ton corps et c'est pas n'importe quel chef d'orchestre. C'est vraiment un réseau d'une complexité qui est fascinante et qui traite l'équivalent de 11 millions d'informations par seconde. C'est énorme. C'est énorme et le système nerveux, il est merveilleux pour ça. C'est que il est vraiment c'est un système hyper pointu qui permet à la fois d'agir sur ton physique et sur tes émotions sans même que tu te rendes compte que c'est ton système nerveux qui travaille. Donc c'est lui en fait qui va percevoir, traiter et transmettre les informations. Donc tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce que tu décides, in fine, c'est ton système nerveux qui te pousse à ressentir, à vivre et à faire des choix en conscience. Mais ce système nerveux, il a une architecture bien spécifique. Il est composé en deux grandes parties. La première partie, c'est ton système nerveux central, composé de ton cerveau et de ta moelle épinière, donc ce liquide qui est dans ta colonne vertébrale. Et la deuxième partie du système nerveux, c'est le système nerveux périphérique. Là, l'idée, c'est de faire circuler l'information sur l'ensemble du corps. Donc, ce système nerveux périphérique, il y a ton système nerveux central et il y a toutes les ramifications, donc tous ces nerfs qui vont aller irriguer ton bras, qui vont aller irriguer ton dos, tes jambes, etc. Ces nerfs-là font partie du système nerveux périphérique. Et à l'intérieur de ce système nerveux périphérique, donc la deuxième partie de l'architecture, il y a une branche qui est très importante qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors pourquoi autonome ? Tout simplement parce que lui, clairement, il contrôle plein de choses sans même que tu aies à penser, à respirer, à faire battre ton cœur. Lui, il gère tout ça. Donc en gros, il va contrôler plus de 36 000 battements par jour, 23 000 respirations, il va réguler ta température corporelle. Bref, il fait plein de choses sans même que tu aies besoin d'y penser. Et ce système nerveux autonome, il est précieux parce que sans lui, tu vois bien, on aurait du mal à rester en vie très longtemps parce que si la nuit, en dormant, on oublie de respirer, à un moment donné, ça pose quand même problème. Et on n'a pas besoin d'y penser parce que le système nerveux autonome fait son travail. Et donc,
Le système nerveux autonome, c'est vraiment le gardien invisible de ta santé. Parce que, donc, comme je l'ai dit tout de suite, le système nerveux autonome, c'est une branche de ton système nerveux qui gère automatiquement toutes les fonctions vitales. La respiration, le rythme cardiaque, la digestion, la température, etc., etc., etc. Et dans ce système nerveux autonome, il y a 3 branches principales. 3 branches principales qui sont représentées par, tu peux imaginer un feu tricolore. Donc, ta première branche, c'est ta branche ventrale, le feu vert. La branche ventrale, elle est responsable du repos, de la connexion sociale et de la sécurité. C'est elle qui te permet de te sentir calme et de te sentir connecté aux autres et connecté à l'instant présent. La deuxième branche qui équivaut à ton feu orange, là c'est une branche sympathique. Elle va vraiment te préparer à l'action. C'est la branche de l'alerte, c'est la branche du stress. C'est celle qui te permet de combattre ou de fuir face à un danger. Et quand elle s'active, elle va libérer 2 hormones, l'adrénaline et la noradrénaline. Et enfin, la dernière branche donc, qui correspond à ton feu rouge, c'est la branche dorsale. Donc là, on parle d'un système plutôt de gel ou de dissociation qui s'active en cas de danger extrême, quand la fuite ou le combat ne sont même plus possibles. Et ces 3 branches, elles sont très intéressantes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est d'affiner cette compréhension des 3 branches avec la théorie polyvagale. Parce que la théorie polyvagale, elle a vraiment révolutionné la compréhension de ces 3 branches. Donc, la théorie polyvagale, elle a été fondée et expliquée par le docteur Stéphane Porges, qui est un neuroscientifique, qui a vraiment révolutionné la compréhension du système nerveux, parce qu'il a découvert que ces systèmes, ils s'activaient selon une hiérarchie évolutive. Je t'ai parlé du feu tricolore, tu vois bien qu'on est au feu vert, après on passe au feu orange, puis au feu rouge. Le système nerveux autonome, et notamment ces 3 branches, fonctionnent de manière assez similaire. Quand tu te sens en sécurité, là, c'est plutôt ton parasympathique ventral qui va s'activer. Donc, tu te sens en connexion, tu te sens calme, tu te sens paisible, tu te sens connecté à l'instant présent. Ça, c'est vraiment l'état le plus tranquille, le plus apaisant. Et c'est un état vraiment qui te permet d'accéder à la guérison. Donc, on reverra ces états-là dans un épisode vraiment spécifique sur la théorie polyvagale. Mais déjà, de comprendre que tu as 3 modes différents et que tu as des modes qui vont te permettre de guérir alors que d'autres vont plutôt te laisser coincé dans une situation, ça c'est important. La deuxième branche est donc la branche sympathique. Là, elle s'active quand on a un danger qui est perçu. Donc, activation du système nerveux sympathique. Et là, on va être plutôt en mode combat ou fuite. Et la dernière activation, c'est quand il y a un danger extrême. Là, tu bascules sur ta branche parasympathique dorsale. Et donc, tu peux te sentir complètement gelé, complètement figé, ou alors te dissocier aussi de ton corps. Ce qu'il faut comprendre dans ces 3 états, et je ne vais pas trop les détailler parce que, comme je t'ai dit, on refera un épisode sur le sujet, mais ce qu'il faut comprendre dans ces 3 états, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. On a besoin de ces 3 modes, donc le ventral, le sympathique et le dorsal, pour être en bonne santé et vivre correctement. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à rester bloqué, soit dans le mode sympathique, soit dans le mode dorsal, alors que c'est le ventral qui nous permet le repos et la régénération. Donc l'idée avec un accompagnement holistique de l'anxiété, c'est justement d'aller voir au niveau physique ce qui se passe dans ta biologie, au niveau émotionnel et au niveau nerveux, et d'aller vraiment soutenir ton système nerveux. Parce que quand tu es bloqué dans un mode sympathique ou un mode dorsal, il faut qu'on revienne au mode ventral. Et ça se fait par des techniques, notamment des techniques somatiques, des techniques de régulation nerveuse. Et donc on a besoin de traverser ces 3 états pour être en bonne santé. L'idée, c'est d'aller travailler ta flexibilité du système nerveux. C'est pas d'être tout le temps en ventral, c'est impossible d'être tout le temps dans un mode ventral parce qu'aujourd'hui, on travaille, on a des vies à 1000 à l'heure, on a nos boîtes mail, on a les notifications sur le portable. Bref, on a plein de choses qui viennent nous activer en mode sympathique. Et on a besoin d'ailleurs de notre mode sympathique pour pouvoir travailler. Maintenant, ce qui est problématique, c'est quand tu restes bloqué en mode sympathique ou en mode dorsal sans retrouver ton ventral. Et donc ça, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est t'aider justement à recirculer à travers ces 3 états de ton système nerveux. Là encore, je ne détaille pas trop, on se retrouvera dans un prochain épisode sur le sujet, mais voilà, déjà tu as quelques notions qui vont te permettre un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps. Et donc,
Qu'est-ce que l'anxiété du coup? Quand on a vu le système nerveux autonome, l'anxiété, ce n'est rien d'autre qu'une activation excessive ou inappropriée de ton système sympathique, donc de ton feu orange, qui parfois bascule dans le rouge. Je le dis parce que je le rencontre au quotidien en consultation et je l'ai moi-même vécu. J'étais très longtemps dans un mode dorsal, à croire en fait que j'avais un problème, que j'étais feignante, et cetera. Mais non, en fait, j'étais bloquée dans ce mode dorsal et tant que je retrouvais pas mon sympathique et après mon ventral, bah, j'étais toujours dans ce discours très négatif, cette culpabilité, cette comparaison, le truc de je suis pas assez, j'y arriverai jamais, et cetera. Parce que j'étais complètement figée dans ce mode dorsal. Et quand on retrouve le mouvement et la flexibilité du système nerveux, on redécouvre aussi certains traits qu'on appellerait des traits de personnalité. Parce que je sais que si tu es anxieuse, bien souvent, on me dit: «Oui, mais moi j'ai toujours été anxieuse, ça fait partie de ma personnalité». Eh bien non, ça fait surtout partie d'un système nerveux qui est dérégulé et qui a besoin d'être soutenu, d'être accompagné pour retrouver un état de paisibilité, un état de calme intérieur. Et donc, cette anxiété, comment elle arrive dans le corps? Eh bien, elle arrive dans le corps grâce à un système qui se déclenche quand ton cerveau perçoit un danger. Là, ça devient fascinant, donc vraiment écoute bien. Le docteur Stéphane Porges, il a découvert, qu'il y avait un processus naturel dans notre corps qu'on appelle la neuroception. En gros, la neuroception, c'est ton système nerveux qui va scanner en permanence ton environnement, à la recherche soit d'indices de sécurité, soit d'indices de danger. Et ça, c'est avant même que tu en sois consciente. Ton système nerveux, il est en perpétuelle analyse de ton environnement. Là, je te parle, j'ai conscience que j'enregistre ce podcast, mais je sais aussi que mon système nerveux fait un travail derrière les rideaux de tout capter pour s'assurer que je sois bien en sécurité, ou alors que si je bascule en mode danger, mon corps puisse réagir. Mais alors du coup, cette neuroception, elle évalue quoi exactement? Elle évalue les expressions faciales des autres personnes qui t'entourent. Elle évalue le ton de la voix, qu'on appelle aussi la prosodie. Donc quand on parle à un enfant, on va changer notre voix et l'enfant, sans même comprendre ce qu'on dit en termes de mots, en termes de vocabulaire, il va comprendre par le biais de l'intonation s'il y a une notion de danger ou de sécurité. La neuroception évalue aussi la position corporelle que tu peux avoir toi et que les autres ont autour de toi. Elle évalue aussi ton environnement physique, donc la pièce et le lieu dans lequel tu te trouves. Et elle évalue aussi tes sensations internes, ce qui se passe dans ton corps. Et tu le sais comme moi, quand on souffre d'anxiété, les sensations physiques et corporelles, elles sont loin d'être confortables. Si tu as envie de recreuser le sujet, je t'invite à écouter l'épisode précédent, justement donc l'épisode 3, si je ne dis pas de bêtises, sur comment en fait l'anxiété se manifeste dans ton corps physique et dans tes émotions. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette neuroception, c'est donc un système vraiment très aiguisé, mais elle va capter des dangers qui sont pas du tout les mêmes qu'à une certaine époque. Parce qu'elle va capter un danger que tu sois au milieu de la savane poursuivi par un lion, ou tout simplement que tu sois à embaucher, allumer ton ordinateur et voir que ton patron t'a envoyé un mail. Donc ton système nerveux et notamment cette neuroception, elle va parfois déclencher des réactions et des réponses de danger alors que c'est pas forcément un danger majeur. En tant que tel, vu de l'extérieur, avoir un mail de son patron, ça paraît plutôt normal. Tu travailles pour quelqu'un, bah, peut-être que ton patron, il a envie de te demander un service, peut-être qu'il t'envoie une information sur un dossier en cours. Ça, c'est la réalité du monde du travail et de notre quotidien. Mais par contre, ce qu'il ne comprend pas, c'est que en fait, ce mail, il n'a in fine rien de dangereux. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe justement au niveau neurochimique et au niveau hormonal quand ta neuroception, elle détecte un danger? Que ton danger, il soit imaginaire, il soit vécu ou il soit émotionnel. Parce que le danger, ça peut être aussi une personne qui t'a critiqué, une situation de conflit, une incertitude ou alors une surcharge mentale. Qu'est-ce qui se passe en quelques millisecondes dans ton corps? Premièrement, tu as l'amygdale, donc c'est un centre d'alarme et d'alerte qui se trouve vraiment au devant de ta boîte crânienne. Donc l'amygdale s'active. Derrière, on a l'hypothalamus et l'hypophyse qui vont sécréter des hormones qui vont, entre guillemets, appeler la libération du cortisol. Donc en gros, l'hypothalamus et l'hypophyse appellent le cortisol de manière à ce que donc
tes glandes surrénales produisent et libèrent ce cortisol. C'est pour ça que en séance, on travaille beaucoup sur les glandes surrénales et que dans des analyses fonctionnelles, je me rends compte au quotidien que les gens ont des glandes surrénales dans les chaussettes. Oui, parce qu'au niveau neurochimie, au niveau hormonal, il y a des déclenchements hormonaux qui sont parfois démesurés face à une situation. Ça, on verra pourquoi justement il y a des déclenchements démesurés. Et donc, quand tes glandes surrénales libèrent le cortisol et l'adrénaline, ton corps, lui, il rentre dans un état d'alerte maximal. Cette réaction, elle se fait en 2 millisecondes. C'est très très rapide et c'est bien avant que ton corps et que ton mental captent qu'il y a vraiment un danger. Maintenant, physiquement, comment ça se manifeste l'activation du mode sympathique? Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a 3 branches, mais comment savoir si on est dans une branche plus qu'une autre? Ça, on redétaillera dans l'épisode sur la théorie polyvagale. Mais là, on va déjà détailler quand il y a une activation sympathique, donc quand tu bascules sur ton feu orange, là, on a une augmentation du rythme cardiaque, une respiration qui peut être beaucoup plus haute et beaucoup plus rapide. C'est ce qui peut conduire à l'hyperventilation qu'on rencontre quand on fait des crises d'angoisse, appelées aussi crises de spasmophilie. Tu peux ressentir aussi des tensions musculaires, parce que oui, quand il y a un danger, ton corps il se prépare à combattre ou à fuir. Et donc pour combattre et pour fuir, tu as besoin que tes muscles soient en forme pour courir très vite ou pouvoir taper de manière assez forte. Et donc là, typiquement, l'activation de tes muscles, la constriction de tes muscles, tout se passe en quelques secondes. C'est aussi pour ça qu'on a parfois des tensions qui se logent. Je montre les nuques parce que c'est souvent à cet endroit-là, mais que ce soit le dos ou même les jambes, il y a des personnes qui ont tout le temps des tensions musculaires parce que le corps est tout le temps en train de se préparer à un éventuel combat ou à une éventuelle fuite. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça engendre énormément de fatigue, ça engendre énormément de tension et surtout, ça va aussi modifier ta posture corporelle. Il y a aussi un arrêt ou un ralentissement de la digestion, tout simplement parce que l'énergie que tu as besoin pour digérer, elle est envoyée vers tes muscles. Donc là, il n'y a plus de carburant qui arrive au niveau du système digestif, donc pose des fonctions digestives. Tu peux aussi avoir des sueurs chaudes ou sueurs froides. Là, c'est plutôt encore sur ce côté où on est en prévision d'un éventuel refroidissement après l'attaque ou après la fuite. Tu peux ressentir aussi une boule au ventre ou une gorge serrée, notamment parce qu'il y a une contracture des muscles lisses, donc c'est des muscles qui tapissent tout ton système digestif. Il y a aussi une dilatation de tes pupilles. Là, on va prendre l'exemple d'un chat parce que c'est très visible sur les chats. Quand un chat se prépare à l'attaque ou quand tu t'amuses avec un petit rayon laser pour que ton chat se mette en mode chasse, rapidement, tu vas voir qu'il a les pupilles dilatées. Nous, chez les humains, c'est la même chose. Parce que du coup, ça va rendre ta vision encore meilleure et donc tu seras encore plus juste dans ton combat ou dans ta fuite. On peut aussi retrouver une libération de glucose. Et oui, parce que quand tes muscles se mettent en action, ils ont besoin de glucose. Le glucose, c'est vraiment le carburant de tes muscles. Donc, dès que tu bascules en mode sympathique, le corps libère du glucose. C'est aussi pour ça que l'anxiété conduit à des envies de sucre. Pour pallier à ces libérations de glucose et pour aller vraiment nourrir et apporter du carburant à ton organisme qui surchauffe en fait. Donc là, ces réponses, ce sont des réponses qui sont totalement normales, qui sont physiologiques et qui sont héritées de notre évolution, conçues justement pour assurer notre survie face à un prédateur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dangers auxquels on est confronté, c'est plus des prédateurs, c'est plus le loup, le lion, etc. Ce sont les mails, ce sont les to-do list, ce sont les bruits, notamment les bruits sourds et les bruits incessants. C'est l'attente, c'est le regard, c'est la parole d'une personne. Et en fait, pourtant, ton système nerveux, il a exactement la même réaction qu'il aurait eu il y a 2000 ans face à un lion ou face à un loup. Donc là, on comprend que finalement, la notion de sécurité pour le système nerveux, elle est très importante. Et même si tu as l'impression de vivre en sécurité parce que tu as assez de nourriture dans ton assiette, tu as un toit sur la tête, etc., etc., il peut y avoir quand même dans tout quotidien des choses qui vont activer une réponse de danger. Donc ça, c'est important à retenir aussi. Le cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre quelque chose de réel et quelque chose de perçu ou d'imaginaire. Et ça, c'est un problème qui est principal parce que
Ton cerveau, il va réagir à une perception, mais pas à une réalité objective. On peut aller justement détailler de manière un peu plus spécifique le cerveau, parce que ton cerveau, et notamment pour comprendre justement le fait que le cerveau réagisse à un danger qui n'est pas forcément réel, il faut s'intéresser notamment à ce qu'on appelle le modèle du cerveau triunique. Et donc là, c'est un médecin neurobiologiste américain qui a vraiment détaillé le cerveau et cette conception. Dans notre cerveau, on a le cerveau reptilien, là, qui est plutôt situé au niveau de notre tronc cérébral. Lui, il est responsable de notre survie, des réflexes automatiques. Ensuite, on a le cerveau limbique, donc là, qui vient directement de notre système limbique. Et ce cerveau-là, il traite les émotions. Il est en lien aussi avec tout ce qui est mémoire et relations. Et ensuite, on a le néocortex. Le néocortex, c'est le cortex préfrontal qui te permet de raisonner, d'analyser et de planifier. Le problème, c'est que ton cerveau, s'il pense que tu es en danger, même si le danger il est subjectif ou imaginaire, ton cerveau reptilien va prendre immédiatement le contrôle et activer le système nerveux sympathique. Et une fois que ce système il est enclenché, ça devient beaucoup plus difficile de penser clairement, de relativiser ou encore de prendre du recul. C'est pour ça que les personnes qui souffrent d'anxiété, elles sont en difficulté face à cette prise de recul. Parce que clairement, leur cerveau reptilien, il est activé. Et donc, elles n'ont pas cette capacité à prendre de la hauteur sur la situation et de prendre du recul. Une situation qui paraît anodine pour toi, bah pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, typiquement, c'est la fin du monde en fait. Et pourquoi? Parce que ton cerveau relationnel, donc le cortex préfrontal, il est littéralement mis hors ligne pour laisser place à ton cerveau qui gère la survie, et donc ton cerveau reptilien. Donc quand le cerveau reptilien s'active, il y a une désactivation de ton système, de ton cortex préfrontal, et du coup, là, à ce moment-là, aucune capacité de prise de recul ou de réflexion. Il y a une étude qui est fascinante qui montre qu'il y a eu des IRM fonctionnels donc, qui montrent que lors d'une crise d'angoisse, l'activité du cortex préfrontal diminue de 30 à 50%, tandis que l'amygdale devient jusqu'à 5 fois plus active. Donc ça veut dire qu'au moment d'une crise d'angoisse, ta rationalité et ta capacité à analyser de manière juste une situation, elle est diminuée de 30 à 50%. Et en plus de ça, l'amygdale, qui est vraiment la glande qui te permet de capter un danger, elle est 5 fois plus puissante. Donc ça veut dire que le micro, le micro-changement qui peut être perçu comme un danger va prendre une proportion 5 fois plus importante qu'en dehors d'une crise d'angoisse. C'est pour ça que quand, dans l'anxiété, tu te sens déconnecté de toi-même, de ton corps et de ton raisonnement logique, c'est tout à fait normal. Et ça se passe au niveau de ton système nerveux et notamment au niveau de ton cerveau. C'est pas un défaut, hein, c'est vraiment un fait biologique. Et ton corps, il est très très bien orchestré. Maintenant, c'est qu'on ne le comprend pas assez. Donc voilà pourquoi on croit qu'on est défaillante, mais en réalité, c'est normal en fait. Et pour avoir fait des crises d'angoisse pendant des années quand j'étais au lycée, effectivement, en fait, la moindre chose, ça prend des proportions énormes. Et la crise d'angoisse, elle est beaucoup moins facile à réguler. Et après une crise d'angoisse, il y a un état de fatigue profonde qui correspondrait presque à notre feu rouge, donc le mode dorsal. Donc là, vraiment, le système nerveux sur l'anxiété, on ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces notions parce que ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans le corps et surtout de comprendre que pas vraiment dans notre tête en fait. C'est pas voulu, c'est pas imaginé, c'est réellement biologique en fait. Notre système nerveux et notre cerveau ont des réactions plus ou moins proportionnées face à la situation. Et donc, quand le stress il devient trop intense ou il dure depuis trop longtemps, ou quand ton système nerveux évalue que ni la fuite ni le combat ne sont possibles à l'instant T, ton corps peut alors déclencher une autre stratégie qu'on appelle la dissociation. C'est le moment où tu ressens plus grand-chose. C'est comme si tu te décrochais, tu étais là sans vraiment être là. Certaines personnes le décrivent vraiment comme si elles regardaient leur vie de l'extérieur et qu'elles avaient du mal à vraiment ressentir ou percevoir si c'était réel. La dissociation, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup, notamment lors d'un abus sexuel ou
ou chez les personnes qui sont victimes d'inceste, c'est qu'en fait, il y a un stress qui est tellement intense que là, le cerveau et le système nerveux, il a compris qu'il pouvait ni combattre, ni fuir face à cette personne et cette situation. Donc le seul moyen qu'il trouve, c'est de se dissocier. Et donc, la personne, elle est là sans trop être là. Elle vit l'expérience sans vraiment être consciemment là. Et cette dissociation, elle est problématique parce que au niveau, euh, au niveau juridique, quand on définit un viol, on a tendance à dire que si la personne ne s'est pas débattue, si la personne n'a pas dit non, alors elle était consentante. Mais en fait, il suffit pas de dire non ou de se débattre pour prouver qu'on n'est pas consentante. Parce qu'à ce moment-là, si le système nerveux il déconnecte, si tu bascules en mode dorsal, de toute façon, tu es en incapacité de dire non ou de te débattre. Tu es dissocié de ton corps. Donc tu es là, tu vis cette situation, mais comme si tu étais complètement détaché, comme si tu étais à côté de tes pompes. Et donc ça, c'est la dissociation, c'est vraiment une réaction qui est activée par donc, ton nerf vague dorsal, qui est la branche la plus ancienne de ton système nerveux sympathique, et c'est celle qui va t'éloigner de la douleur ou du danger perçu. Les exemples de dissociation, c'est parfois de se sentir comme si on était dans un rêve, c'est le fait de perdre toute notion de temps, c'est le fait de se sentir complètement gelé émotionnellement, comme si je ressentais plus rien. En fait, tout me coule dessus. Je réagis à rien. Je suis complètement figée. C'est aussi la sensation parfois que c'est irréel. On ne sait pas trop vraiment si ce qu'on est en train de vivre, c'est réel. C'est comme si, pincez-moi, je rêve. Bah oui, là, il y a une notion de dissociation. Et c'est pas une faiblesse, hein, cette dissociation. C'est un mécanisme de survie qui est juste génial. Parce que ton système nerveux, là, il est juste en train de te dire, bah, là, en fait, je peux ni battre, je peux ni me battre, ni fuir. Donc là, mode économie d'énergie, j'atténue la douleur, j'atténue la perception émotionnelle de la réalité, et donc, je te dissocie. C'est une réaction normale, et c'est une réaction surtout de survie de ton système nerveux. Maintenant, il y a aussi un effet que j'ai envie de te parler, c'est l'effet domino dans ton corps, qu'on appelle la boucle de rétroaction. Parce qu'une fois que cette cascade, elle est activée, enfin une fois que cette cascade de réaction, elle est lancée, elle va s'auto-entretenir et c'est ce qu'on appelle du coup la boucle de rétroactivation positive. C'est une manière d'amplifier le phénomène. En gros, tes muscles tendus envoient des signaux de tension à ton cerveau via des mécanorécepteurs, hein, donc c'est des capteurs de pression, qui interprètent ça comme il y a toujours un danger, et donc ça va faire maintenir l'état d'alerte, et cet état d'alerte va continuer à augmenter l'alerte et le stress dans le corps. En gros, tu commences à stresser pour un entretien d'embauche, tes épaules vont se contracter, peut-être que ta mâchoire aussi, ton cerveau va signaler, va capter en fait ce signal de tension et il se dit ah, si ses épaules sont tendues et que sa mâchoire est crispée, c'est qu'il y a vraiment un danger. Donc lui va augmenter ce phénomène de survie, l'anxiété va augmenter. Si l'anxiété augmente, les épaules vont encore plus se contracter et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet boule de neige, l'effet domino. C'est pourquoi en fait c'est important d'apprendre à reconnaître les signaux corporels. C'est pas pour rien que je te demande d'être à l'écoute de ton corps et d'être à l'écoute de tes ressentis corporels. C'est parce que réellement c'est une ressource très précieuse pour toi. Parce que pouvoir interrompre cette boucle, c'est aussi éviter qu'elle s'installe et qu'elle s'emballe rapidement. Il y a des études qui montrent que les personnes qui développent une bonne conscience corporelle, et donc une bonne conscience de leur sensations corporelles et de leurs sensations émotionnelles, ce qu'on appelle l'interoception, elles réduisent leur crise d'anxiété de 60 à 80%. C'est énorme. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement de l'anxiété, on ne peut pas seulement se contenter d'aller se faire suivre au niveau psychologique ou psychiatrique, c'est-à-dire avoir des thérapies par la parole, parce que réellement, la notion de sécurité ou la notion de danger se loge dans le corps. Et donc, pour aller travailler l'anxiété, on a besoin d'aller se reconnecter au corps, on a besoin d'aller se reconnecter à nos sensations corporelles et à cette interoception. Sans ça, en fait, on continuera de vivre dans la tête et donc il peut toujours y avoir des signaux de danger qui sont déclenchés dans le corps, qui sont envoyés au cerveau sans même qu'on en ait conscience. Donc l'écoute corporelle, le travail corporel et le travail somatique, pour moi, sont indispensables et essentiels quand on veut accompagner l'anxiété et quand on veut
se délester de cette anxiété. Mais là, pour reconnaître ces signaux corporels, ça demande d'être à l'écoute de ton corps et de tes ressentis. L'écoute du corps et des ressentis, c'est ce qu'on appelle le felt sense. On va revenir sur les origines scientifiques du felt sense. Le felt sense, donc, c'est un terme qui est issu du travail de Eugène Gandelin, qui est un philosophe et qui est psychothérapeute, qui a développé la méthode du focusing dans les années 70. Donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment des études qui sont assez anciennes, comme quoi à l'époque ils avaient déjà compris plein de choses. Et aujourd'hui on n'a rien réinventé, hein, on se base tout le temps sur ces études scientifiques-là. Donc Gandelin, il a mené des recherches révolutionnaires en analysant des milliers d'heures de thérapie pour comprendre ce qui faisait que certaines personnes guérissaient en thérapie et d'autres non. Pourquoi certaines personnes s'en sortent et pourquoi d'autres personnes ne s'en sortent jamais. Et il a fait une découverte majeure, c'est que les personnes qui progressaient le mieux étaient celles qui savaient s'arrêter, sentir dans leur corps et attendre qu'une sensation floue devienne plus claire. C'est-à-dire qu'elles attendaient que ce qu'elles pressentaient dans le corps devienne plus limpide pour pouvoir libérer cette sensation physique. De manière simplifiée, le felt sense, c'est une sensation corporelle floue, mais qui est significative, qui est souvent difficile à nommer tout de suite, parce qu'elle contient un savoir intérieur sur une situation, sur une émotion ou sur un vécu. Donc c'est pas juste une émotion de je suis triste ou alors juste une pensée de je pense que. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une perception globale qui est ressentie dans le corps. C'est comme un mélange d'émotions, de mémoire, de vécu sensoriel. Et le felt sense, c'est vraiment une sagesse profonde dont tu as besoin de te reconnecter si tu veux aussi améliorer ta santé mentale. Alors, quelques exemples concrets du felt sense. Si tu dois prendre une décision, tu peux ressentir un nœud dans le ventre, une boule au ventre, sans savoir pourquoi. Cette boule au ventre, elle est en train d'analyser et de ressentir ce que ton corps, ce que ta tête n'a pas encore analysé. Par exemple, tu peux aussi penser à une personne et ressentir vraiment une lourdeur corporelle, peut-être ta poitrine qui se serre, sans forcément réussir à mettre de mots dessus. Cette lourdeur, c'est une information sur la relation et sur la qualité relationnelle. Donc, le ressenti flou, c'est le felt sense, c'est-à-dire que ton corps parle bien avant que tes mots arrivent. Ton corps parle bien avant que ta tête n'ait eu le temps d'analyser la situation. Alors pourquoi je te demande et pourquoi je t'invite à développer le felt sense, c'est parce que ça t'aide à te reconnecter à toi, à ce que tu ressens vraiment au-delà du mental. Ça te permet de désamorcer l'anxiété en allant vers une compréhension plus incarnée. Ça te permet aussi de prendre des décisions alignées et ça te permet d'aller sur des libérations émotionnelles plus profondes. Et surtout, ça te permet aussi de développer ta capacité à reconnaître tes signaux d'alerte précoces. Donc le felt sense, c'est vraiment comme une sagesse beaucoup plus profonde et plus rapide que ton mental. C'est en fait ton gardien intérieur qui va réagir bien avant que ton cerveau n'ait réussi à comprendre et à analyser la situation. Il y a aussi des études en neurosciences qui montrent que des décisions intuitives basées sur le felt sense, donc basées sur tes ressentis corporels, activent certaines zones du cerveau qui sont des zones de prise de décision optimale. Donc ça, c'est intéressant aussi de le comprendre. Maintenant, j'ai vraiment envie de t'emmener sur une base aussi plus scientifique de l'intuition parce que je trouve que c'était assez intéressant de faire le lien. Ton cerveau, il capte chaque seconde des milliers d'informations sensorielles, que ce soit des gestes, la voix, une odeur, une tension, des micro-expressions ou alors des comportements autour de toi. Il traite ces données à une vitesse incroyable parce qu'il va traiter 11 millions de pensées et de sensations à la seconde grâce à ton système limbique, donc ton cerveau limbique qui est le siège de tes émotions et de ta mémoire. Lui, le cerveau limbique, il va être tout le temps en train de comparer la situation actuelle à tes situations et expériences passées. C'est pour ça que parfois, des expériences passées non résolues ont encore des vibrations ou ont encore des effets sur le présent. C'est ce qu'on appelle le fait de répéter des schémas. Ensuite, on a le système nerveux entérique. Là, c'est le fameux deuxième cerveau qui se situe vraiment dans ton ventre. Lui, clairement, il va produire 95% de ta sérotonine. Ça aussi, on en reparlera, je ne détaille pas trop. Et il influence fortement tes sensations viscérales.
Et enfin, ton système nerveux autonome qui, lui, réagit et évalue en permanence la notion de sécurité ou de danger avant même que tu aies le temps d'analyser mentalement la situation. Donc finalement, la question se pose, c'est que est-ce que l'intuition, c'est vraiment quelque chose de perché ou est-ce que l'intuition, c'est quelque chose de biologique? L'intuition, elle s'est développée principalement pour assurer ta survie. Ressentir un danger sans avoir besoin de l'expliquer, repérer une incohérence, sentir que c'est juste ou non pour soi, ça permet vraiment d'agir et de réajuster en fonction de ses ressentis. Il y a une étude fascinante qui a été faite par Antoine Béchara, qui a découvert que des patients avec des lésions du cortex préfrontal, donc c'est la zone de la logique dans ton cerveau, prenaient de meilleures décisions financières quand ils suivaient leur intuition viscérale plutôt que leur raisonnement. Finalement, quand ils suivaient leur felt sense plutôt que leur cerveau. Et leur cerveau, du coup, leur cortex préfrontal. Donc, quelque part, l'intuition, elle précède la pensée rationnelle et elle te permet de prendre des décisions beaucoup plus justes. Et donc, un système nerveux qui est régulé et qui est en sécurité, il permet de sentir clairement les signaux subtils de ton corps. Des papillons dans le ventre, une expansion dans la poitrine, une tension dans la gorge, une sensation de clarté ou de confusion, l'élan, l'envie, ou alors le retrait, la fermeture. Et ces sensations, c'est des données précieuses parce qu'elles sont envoyées par ton corps. C'est un petit peu ta petite voix intérieure, ton intuition. Mais c'est simplement du Felsen, en fait. C'est juste tes sensations et tes ressentis corporels. Et donc, à partir du moment où tu bascules dans un mode survie, donc là en mode sympathique ou dorsal, l'accès à l'intuition devient difficile parce que le sympathique et le dorsal sont activés quand tu ressens du danger. Et l'intuition est disponible quand tu ressens de la sécurité. Et donc, que tu es dans ton état ventral. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, intuition, ressentie à partir du moment où je suis en sécurité intérieure et donc quand le feu est vert, quand je suis en ventral. À partir du moment où je bascule en orange ou en rouge, c'est-à-dire en sympathique ou en dorsal, je ne peux plus avoir accès à mon intuition puisque là, je suis soumise à un danger, réel ou perçu. C'est pourquoi la régulation du système nerveux, elle est primordiale et c'est la base de tout. Si on veut prendre des décisions alignées, si on veut sentir, avoir le flair si une situation elle est bonne ou non pour nous, ça c'est possible, mais que dans la zone ventrale, dans cette zone verte en fait. Donc finalement, l'intuition, quand on en prend quelque chose comme quelque chose de très perché, quand on pense que c'est une notion très ésotérique, etc., non, en fait, c'est très instinctif. On parle d'intuition, mais c'est l'instinct corporel. Donc c'est très, très biologique et très physique, là encore. Donc bonne nouvelle, l'intuition, ça se développe. Plus tu pratiques l'écoute de ces sensations corporelles, plus tu travailles à retourner dans ton mode sécurité et dans ton mode ventral, et plus ton système nerveux s'affine, et donc plus ton intuition augmente. Par exemple, avant de prendre une décision simple, tu peux poser ta main sur ton ventre, respirer et te demander, OK, là, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et si par exemple c'est une décision, je ne sais pas moi, est-ce que je dois prendre ce travail ou non? OK, oui, j'accepte ce travail. Je ressens ce qui se passe dans le corps ou non, je n'accepte pas ce travail. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps? S'il y a des fermetures, des tensions, des crispations, potentiellement, c'est peut-être que c'est pas forcément le job idéal pour soi. Et c'est pas du tout perché ce que je suis en train de te dire, c'est que vraiment ton système nerveux perçoit un danger ou une sécurité. Il y a aussi des études qui montrent qu'après 6 semaines de pratique régulière de cette écoute corporelle, la précision intuitive augmente de 40%. C'est-à-dire que ton intuition va augmenter de 40% si tu t'efforces de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Donc là, clairement, tout ça, ça nous donne l'espoir d'un changement et ça nous fait comprendre qu'un changement est possible. Parce que ton système nerveux, il peut apprendre de nouveaux patterns, il peut apprendre de nouveaux signaux. Il y a des études scientifiques récentes qui montrent que le tonus vagal, donc c'est la force de ton nerf vague, peut s'améliorer avec la pratique. Un nerf vague fort, c'est égal à une meilleure régulation émotionnelle, à moins d'anxiété et à plus de résilience. Quelles sont les techniques qui sont prouvées scientifiquement pour renforcer le nerf vague?
Donc tu as les techniques respiratoires, tu as le chant, le bourdonnement et le gargarisme, les douches froides, la méditation, l'automassage du nerf vague, le contact à la nature ou encore les connexions sociales positives. Tout ça, ce sont des techniques naturelles et des techniques très efficaces pour renforcer ton nerf vague. Et puis, il y a une autre notion qui me semble intéressante quand on parle du système nerveux et notamment, de cette capacité à percevoir le danger ou la sécurité, c'est la notion de fenêtre de tolérance. Donc là, c'est le docteur Dan Siegel qui a développé le concept de fenêtre de tolérance. C'est finalement la zone où tu peux ressentir des émotions intenses sans être submergé. C'est un espoir formidable et c'est un espoir formidable pour toutes les personnes qui se caractérisent comme hypersensibles. Parce que une personne qui est hypersensible, c'est une personne qui va ressentir des émotions de manière très forte et très intense. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si on voyait l'hypersensibilité comme peut-être quelqu'un qui a une fenêtre de tolérance qui est moins grande que le voisin ou la voisine. En gros, si tu élargis ta fenêtre de tolérance, tu as une capacité à ressentir et à vivre une émotion sans que celle-ci te submerge. Donc là, clairement, avec la pratique, ton système nerveux, il va apprendre à tolérer plus d'activation sans forcément paniquer, à revenir plus rapidement dans le calme, à distinguer un danger réel d'un danger perçu ou d'une fausse alerte, et surtout de rester connecté à toi-même et à tes sensations, même dans l'intensité émotionnelle. Tout ce qui est fenêtre de tolérance, c'est typiquement, je peux parler de mon cas. Parfois, j'ai certaines notifications sur mon portable ou certaines personnes qui s'affichent sur mon portable. À une époque, ça me mettait complètement KO. C'est-à-dire que j'avais le cœur qui battait très vite, je me sentais submergée par mes émotions. Je sentais aussi que j'allais vite perdre pied. J'avais des réactions de survie où j'avais envie très vite d'aller ouvrir un placard de sucreries et de manger. Et puis en allant travailler cette fenêtre de tolérance, j'ai vu petit à petit mes réactions corporelles diminuer alors que le nom de cette même personne s'affichait sur mon téléphone. Donc ça veut vraiment dire que ton système nerveux, il a une capacité plus grande à tolérer des activations. Là, moi ici, c'était l'activation d'une personne sur mon téléphone, mais ça peut être une activation liée à une situation émotionnelle inconfortable, liée à une pression au travail. Et plus tu vas travailler cette tolérance, plus tu vas élargir la tolérance, moins tu te feras submerger par tes émotions. Donc finalement, ce qu'on appelle l'anxiété, c'est souvent une réponse normale de ton système nerveux face à une menace perçue. Et même si cette menace, elle n'est pas forcément adaptée à notre époque, eh bien, ton système nerveux va réagir. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, que l'anxiété, c'est pas un défaut, mais bien un système de protection ultra sophistiqué. Que ton cerveau, il traite plus de 11 millions d'informations par seconde pour t'assurer la survie. Que ton système nerveux peut apprendre de nouveaux patterns, de nouveaux signaux de sécurité. Que ta conscience corporelle, c'est la clé pour interrompre le cycle anxieux. Et donc, c'est pour ça que je m'efforce tout le temps de vous reproposer encore et encore des pratiques corporelles quand vous êtes accompagné par moi dans mes suivis. Voilà, je m'efforce vraiment à reproposer à chaque fois des exercices corporels parce que c'est la base si on veut aller sortir de ce cycle d'anxiété. Et puis, une dernière chose aussi, que l'intuition, c'est vraiment scientifique et biologique. C'est une intelligence corporelle avant tout. Donc, apprendre à reconnaître les signaux dans ton corps, à comprendre ce qui se passe physiologiquement, te redonne vraiment du pouvoir et transforme ta relation à l'anxiété. Dans le prochain épisode, on parlera plus en détail du lien entre le corps et le mental et surtout comment un état physique peut influencer tes pensées et comment sortir de ce cercle vicieux de l'anxiété. Parce que je sais, si tu es comme moi, tu as testé plein de choses pour te sortir de l'anxiété. Et puis, tu t'es rendu compte que soit ça marchait pas du tout, soit ça marchait mais sur un temps donné et que ça revenait au galop. Donc l'idée, c'est de comprendre comment on peut sortir et s'extraire de ce cercle vicieux. En attendant, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère aussi que tu as pu apprendre plein de choses sur le système nerveux. N'hésite pas à reprendre des notes sur toutes ces notions. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode et peut-être en DM Instagram si tu as des questions. Et d'ici le prochain épisode, prends soin de toi et reste en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant,
alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.